Bonjour très chers auditeurs, je vous avais laissé avec John Lilly, champion des caissons d'isolation et des expériences sur le cerveau humain. Ce n'est néanmoins pas pour ça, mais pour ses travaux sur la communication des dauphins qu'il est rentré dans la légende. Et si Lilly a pu mener de telles expériences, c'est entre autres grâce au programme spatial américain. Vous ne voyez pas le rapport ? Attendez. Dans les années 60, l'homme vient de faire ses premiers pas sur la Lune. Et l'Amérique cherche à montrer sa domination technologique à l'URSS via son programme spatial, c'est Apollo, tout ça. Dans ce contexte de mise en pratique d'idées qui jusque-là relevaient de la science-fiction, la NASA se demande ce qui pourrait arriver si on rencontrait des formes de vie extraterrestres intelligentes. À l'époque, Hollywood n'était pas encore passé par là, et on n'avait donc pas encore compris que les extraterrestres débarqueraient de toute façon à New York et parleraient anglais. Du coup, on se demandait, un peu stupidement, comment est-ce qu'on allait pouvoir communiquer avec eux. Et c'est là que Lilly arriva et vendit brillamment l'idée que la meilleure manière de se préparer à communiquer avec des extraterrestres était de s'entraîner sur de la communication interespèces. Pour ça, quoi de mieux que le mammifère avec le coefficient d'encéphalisation le plus important après l'être humain, justement réputé depuis l'Antiquité pour son intelligence, le dauphin. Et pour ceux au fond qui se demandent ce que c'est que le coefficient d'encéphalisation, c'est une valeur qui permet de mettre en relation taille du cerveau et masse corporelle. Par exemple, le cerveau du cheval est plus volumineux que le cerveau d'un chat. Pourtant, le chat a un cerveau de taille plus importante proportionnellement à sa masse, et du coup, son coefficient d'encéphalisation est plus élevé. Plus une espèce a un gros coefficient d'encéphalisation, plus elle est censée être intelligente. Et tout ça est utilisé pour comparer très approximativement les capacités cognitives de différents mammifères, sans trop pénaliser les plus petits. Bon, en gros, c'est un peu le concours de bits des neuroscientifiques, quoi. Montre-moi ton gros coefficient d'encéphalisation. Mais, pour revenir à nos aliens, un groupe de scientifiques s'attachèrent tout particulièrement à la question de l'existence d'intelligence extraterrestre. Et ça a donné le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Lors du meeting fondateur se trouvaient tout un tas de gens connus ou qui allaient le devenir, dont Carl Sagan et John Lilly. En l'honneur de ces travaux d'ailleurs, le groupe se nomma l'Ordre du Dauphin. Mais l'homme clé de ce premier meeting, c'était Frank Drake, qui inventa l'équation du même nom lors de la préparation du rendez-vous. L'équation de Drake permettant donc d'évaluer le nombre de planètes abritant une espèce intelligente dans notre galaxie, en multipliant 7 facteurs. Le nombre d'étoiles en formation par an, la fraction de ces étoiles possédant des planètes, le nombre moyen de planètes propices à la vie par étoile possédant des planètes, la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement, la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente, la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer, et enfin, la durée de vie moyenne d'une civilisation. En ânerie. L'équation de Drake, c'est super cool. Et c'est incontestable. Le souci arrive quand on essaye de mettre des chiffres derrière tout ça. Autant on commence à savoir assez bien combien d'étoiles se forment par an, en moyenne, et la proportion d'entre elles possédant des planètes, autant la durée moyenne de vie d'une civilisation intelligente, on n'en connaît encore qu'une seule et elle n'est pas encore éteinte, donc du coup c'est dur de faire des moyennes, ou la fraction d'entre elles désireuses de communiquer sont déterminées avec une précision digne de la très pratiquée et très utile technique du pifomètre. Bon, Lilly ne fut pas tant que ça impliqué dans le SETI par la suite, mais je vais quand même en dire 2 mots parce que le projet est relativement cool. Ça a donné lieu à tout un tas de tentatives de découvrir d'éventuelles communications extraterrestres, essentiellement en recherchant des rayonnements électromagnétiques venant de l'espace et susceptibles d'avoir été émises par un appareil technologique. L'idée, c'est d'observer des régularités ou toute autre chose se distinguant du bruit cosmologique. Malgré des expériences qui datent du début des années 90, le SETI n'a pour le moment rien débusqué. Mais le projet a quand même débouché sur des réalisations sympas, comme le fameux SETI at Home.
À la fin des années 90, les crédits se raréfiant, les chercheurs du projet furent obligés de remplacer les coûteux supercalculateurs qu'ils utilisaient pour analyser ces rayonnements par un petit logiciel qu'ils demandèrent à des milliers de contributeurs volontaires désireux de faire avancer la science, de faire tourner sur leur ordi personnel. Ce logiciel, qui prenait souvent la forme d'un économiseur d'écran, téléchargeait puis analysait des morceaux de ces rayonnements, c'était SETI at Home. Et ce fut l'une des premières expériences à grande échelle de calcul distribué via Internet. Un système qui consiste donc à séparer un problème en petits morceaux et à faire analyser par plein d'ordinateurs pas très puissants, plutôt que de demander de faire tout ça à un gros ordinateur super puissant. C'est sur cette base que, quelques années plus tard, l'université Berkeley a créé BOINC. Une plateforme de calcul distribué utilisée pour des projets tels que Einstein at Home, destiné à détecter des ondes gravitationnelles, ou Rosetta at Home pour déterminer la structure des protéines. Et en termes de calcul distribué, même les monnaies virtuelles, telles que le Bitcoin, peuvent être vues comme de lointaines descendances de SETI at Home. Mais revenons dans les années 50-60. De tout ça, Lilly retira essentiellement des financements qui lui permirent de diriger un institut de recherche ambitieux sur les îles Vierges, dédié à l'étude de la communication des dauphins. Dans une grande villa sur l'île de Thomas, Lilly avait installé des bassins dans lesquels il maintenait un petit groupe de dauphins. Pour la petite anecdote, il paraîtrait qu'il menait des expériences sur une star du petit écran, vu que l'un des dauphins qu'il racheta avait, semble-t-il, avant ça, joué dans la série Flipper le dauphin. Lilly fait venir pas mal de scientifiques renommés, comme le cybernéticien, épistémologue, anthropologue, bref, le touche-à-tout Gregory Bateson, qui mériterait d'ailleurs lui aussi un épisode, et les études menées donnèrent lieu à quelques premières publications sur la communication des dauphins. On était à l'époque dans les années 60, et ce que l'on connaissait de leur communication était proche du néant. L'équipe de Lilly décrivait ce que l'on sait maintenant être par exemple les clics, utilisés pour l'écolocalisation, le déplacement des dauphins, les sifflements, comprenant les fameux signes distinctifs leur servant très vraisemblablement de nom. Tout cela semblait fantastique. Enfin, ce que je viens de dire, c'était pas encore connu, hein, le coup des sifflements, mais bon, enfin tout ce que Lilly découvrait semblait fantastique, et pour la première fois, on avait l'impression qu'un autre être vivant utilisait un langage complexe, et l'on commençait à se demander ce que pouvaient bien se raconter les dauphins. Bon, depuis cette époque, on a fait de nombreux progrès sur la communication animale, genre des petits singes, les singes vervés, savent par exemple désigner des aigles, des guépards, des serpents, et sont même capables, à l'aide de certaines combinaisons de sons, d'effectuer des généralisations, et d'indiquer par exemple la présence d'un prédateur volant ou terrestre. J'aurais plein de choses passionnantes à vous raconter sur la communication des oiseaux, des cétacés et des grands singes, mais j'y consacrerai un épisode entier un peu plus tard, donc ce sera pas pour cette fois. Plein d'enthousiastes, en interagissant avec ces dauphins, Lilly remarqua que ceux-ci semblaient parfois imiter des sons humains. Et une autre idée beaucoup plus what the fuck émergea. Apprendre à des dauphins à parler anglais. C'est la fameuse expérience de Margaret O qui a donné lieu récemment à un documentaire de la BBC. Bon, la pauvre a quelques années plus tard connu la célébrité dans les pages de Ulster et non dans celles de Nature, et est essentiellement restée dans la culture populaire comme la nana qui avait fait l'amour avec un dauphin. Ce qui, elle l'explique régulièrement, n'est pas du tout exact, car dans les faits, elle calmait juste son dauphin en le masturbant régulièrement. Alors, j'imagine que le coup de la masturbation de dauphin, ça doit choquer certains d'entre vous, mais c'est finalement pas grand-chose par rapport à des vétérinaires qui deviennent un temps branleurs d'éléphants, job qui consiste essentiellement à effectuer des massages de prostate à ce noble animal, pour récupérer sa semence. Bon, pour mener à bien l'expérience de Margaret O, John Lilly entreprit de complètement noyer une partie du centre de recherche pour que Margaret puisse y interagir 24 heures sur 24 avec le dauphin Peter. Dormir sur un lit éponge, lui apprendre donc à parler anglais, un peu comme on l'apprendrait à un petit enfant. You're going to say 1, 2, 3. And Peter wouldn't repeat everything I told him. He would work on the 1, 2,
2, 3. You can do better, Peter. Et s'il est possible que les dauphins de Lily aient cherché à imiter des sons humains, l'expérience menée par Margaret semblait pour le moins naïve. Car déjà, même avec la meilleure volonté du monde et les meilleures capacités intellectuelles, les dauphins n'ont pas la morphologie pour apprendre à parler anglais. Alors vous avez peut-être essayé de parler chinois et vous avez peut-être eu du mal. Imaginez si on vous demandait de parler comme ça. Bah, pour les dauphins, parler anglais, c'est aussi évident, quoi. Aussi évident que pour vous, parler dauphin. En plus, certains artifices, comme le fait de se peindre le visage en blanc pour rendre les mouvements des lèvres plus évidents à repérer, me semblent même assez absurdes, les chances qu'un dauphin arrive à reproduire des mouvements faciaux humains étant très faibles, et c'est un euphémisme. L'expérience fut arrêtée au bout de quelques semaines avec la fin des financements de John, sûrement en partie à cause de la réputation sulfureuse de pape des psychotropes qu'il se créait peu à peu. Mais Margaret, qui est toujours vivante, reste persuadée d'être arrivée à communiquer avec Peter, et l'on en arrive au fameux problème de l'anthropomorphisme. J'ai un chat, et je lui attribue assez instinctivement des intentions humaines. S'il vient vers moi et que je suis triste, je peux penser qu'il vient me rassurer. Mais je peux aussi très facilement attribuer ce genre d'émotion à une peluche ou à une machine à laver si elle ressemble vaguement à un visage. Nous sommes des machines à attribuer des intentions et des sentiments à ce qui nous entoure. Malheureusement, ça marche pas tout le temps, loin de là. Et quand il a fallu tester sérieusement les capacités de Peter, il semblerait qu'elle se soit limitée à la production de quelques sons approximatifs en réponse à la présentation de symboles, le tout dans l'espoir de récupérer une friandise. Enfin, un poisson. Les friandises, les dauphins, ils ont pas d'odorat, du coup, ça les intéresse moins. Bref. Et c'est déjà pas mal. L'éventualité qu'un dauphin imite très approximativement un son humain étant déjà assez surprenante. Et pas encore prouvé, mais bon. Mais ça s'appelle pas vraiment parler anglais. Néanmoins, pour Margaret, il ne fait pas de doute que Peter aurait pu apprendre l'anglais si on lui en avait laissé le temps. Et quand elle souligne qu'il faut plus de quelques semaines à un enfant pour apprendre une langue, faut avouer qu'elle a pas tout à fait tort. Mais bon, quelle idée de choisir l'anglais comme mode de communication interespèce, quoi. Quelques années plus tard, quand des chercheurs tentèrent d'apprendre à parler à des grands singes, ceux-ci pensèrent d'ailleurs tout de suite que le langage des signes était bien plus adapté. C'est entre autres la fameuse expérience du gorille Coco, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ce gorille ayant appris le langage des signes et réclamant un chat comme un animal de compagnie. Je vous invite à regarder ça sur internet, c'est trop mignon si vous l'avez pas vu. Sauf que les capacités de Coco, comme celles de Peter, se révélèrent bien moins impressionnantes quand on mit en place un protocole expérimental. Si l'on demandait à Coco d'identifier un objet sans que le chercheur posant la question ne connaisse lui-même le contenu de la boîte, dans laquelle se trouve l'objet, Coco se trompe, fait des blagues. Des blagues ? Même si ces interprétations ne sont pas non plus complètement impossibles, là encore on a envie de crier anthropomorphisme. Et en l'absence d'éléments concrets sur le sens de l'humour de Coco, il faut malheureusement se contenter de cette explication. Par ailleurs, d'autres problèmes spécifiques à la communication avec les dauphins existent, comme le fait qu'on n'en connaisse pas l'unité de base. Et pour comprendre pourquoi c'est un problème, imaginons une petite mise en situation. Bob vient d'atterrir sur la planète Vizula, et joie, il y découvre des extraterrestres. L'un d'eux, fort sympathique, Spock, lui fait signe et pointe de sa tentacule un immense vaisseau qui décolle en criant « Zwick, Zwick, Zwick !» Bon. Que peut bien vouloir dire Zwick ? Déjà, Bob ne sait pas si Spock lui a dit « Regarde, c'est comme ça que nous nous déplaçons » ou « Merde, j'ai raté le dernier métro, tu me prends en stop ?» Ça, c'est la question du sens. Mais en plus, il n'a aucune idée de la quantité d'informations transmises par Spock. Zwick pouvant aussi bien être une interjection de type merde, ou une explication détaillée des plans du vaisseau alien. Le deuxième souci, propre à la conversation interespèce, c'est le sujet de conversation. En admettant que les dauphins soient en mesure de mener des conversations complexes, leur montrer un ruban en leur disant « Ruban, ruban, ruban !» ne nous laisse pas vraiment la possibilité de nous montrer s'ils savent faire mieux qu'un animal dressé à répondre à un stimulus. Alors bon, la communication homme-dauphin, c'est une idée qu'il faut abandonner ?
Bah pas forcément. Denise Louise Herzing et son équipe étudient depuis les années 80 une population de dauphins des Bahamas. L'équipe publie très régulièrement le résultat de leurs recherches dans des revues scientifiques et utilise un appareillage complexe capable de communiquer avec des sons similaires à ceux que produisent les dauphins pour communiquer entre eux. Un genre de traducteur à dauphins en gros. L'idée étant de, par une interaction régulière entre dauphins et chercheurs, faire émerger un vocabulaire commun. Et ça marche, peut-être. Ça marche peut-être. Peut-être un peu. Un dauphin sauvage ayant été entendu réutiliser avec ses potes dauphins un son introduit par les chercheurs pour désigner une algue. Alors, c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours algue, 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 algue. Mais bon, ça a l'air de marcher un petit peu. Alors bien sûr, ça a l'air moins intéressant que les spéculations sur Peter ou Coco. Mais c'est aussi plus crédible scientifiquement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain épisode conclura cette série en s'intéressant essentiellement aux références que l'on trouve à Lily dans la culture populaire. Comme d'habitude, je vous invite vivement à commenter et partager cette vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux habituels, Twitter, Facebook, Google+, Diaspora. Et pour vous y encourager, je tirerai au sort parmi ceux qui ont partagé ou commenté un gagnant à qui j'offrirai à sa préférence un livre au choix sur Amazon ou une séance en caisson d'isolation sensorielle à Dublin, comme la fois d'avant. Et maintenant, les résultats de concours, etc. ne sont pas dans les vidéos elles-mêmes, elles sont dans les vlogs que je fais à côté, donc il faut aller jeter un œil dans les vidéos que je promeux un petit peu moins, mais c'est histoire de pas trop encombrer les vidéos principales. Pour vous abonner, cliquez sur le dauphin qui tourne, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert sur la vidéo. Encore une fois, j'attends avec impatience tous vos commentaires et critiques. Peace et à bientôt!